l'artificialisation dans notre pays augmente 4 fois plus vite que la population. Et du coup, ce qu'a fait le législateur, c'est la loi climat et résilience, mesdames et messieurs les élus, c'est pas de dire stop, c'est de réduire, dans les 10 ans à venir, de réduire de moitié le rythme de progression de l'artificialisation. C'est pas zéro. Il fallait prendre à bras-le-corps ce sujet de l'artificialisation. Il est réel, mais il faut le faire à notre manière. Vous trouverez toujours des ayatollahs. C'était une façon de vous rappeler que nous n'en faisons pas partie. Réchauffement climatique. Climate change. Cambiamenti climatici. 因为因地气候变化。Cambio climatico. There is no planet B. Chaque heure, l'équivalent de 4 à 5 terrains de football disparaît sous le béton et l'asphalte en France. Cette façon de construire est bien sûr non durable, mais a également un impact considérable sur la biodiversité et sur notre capacité à nous adapter au changement climatique. Pour y remédier, le gouvernement s'est donné un objectif de zéro artificialisation nette d'ici 2050. On l'a bien compris avec cette déclaration de l'ancien Premier ministre Jean Castex de fin 2021, le sujet est épineux. En effet, la ZAN, c'est son acronyme, arrive dans un contexte où les prix de l'immobilier ont explosé et où le pavillon entouré de son jardin continue de faire rêver. Aujourd'hui, j'accueille Philippe Biwix, ingénieur et directeur général de la REP. Nous allons parler de son dernier livre « Villes stationnaires » où il ébauche une alternative à la croissance insoutenable des villes qu'il veut viable et enthousiasmante. Comment stopper l'artificialisation des sols ? C'est la question que l'on va se poser dans cet épisode d'Échanges climatiques. Bonjour Philippe Biwix. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, alors je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé dans le monde de la construction. J'ai été ingénieur conseil dans le monde industriel pendant une petite décennie. J'ai travaillé dans le fret ferroviaire pendant une décennie. Et aujourd'hui, je suis numéro 2 d'une agence d'architecture, d'urbanisme, d'ingénierie, de design, filiale de la SNCF qui s'appelle AREP et qui essaye d'inventer un monde post-carbone. Aujourd'hui, on est là pour un livre que vous avez coécrit avec les deux architectes Sophie Jantet et Clémence de Selva qui s'appelle « Villes stationnaires ». Donc, c'est un ouvrage qui parle de ces métropoles françaises qui s'étalent en dévorant les champs aux alentours, tout en se densifiant en leur centre. Comment expliquer de prime abord ce qui pourrait sembler être un paradoxe ? Étalement, densification. En fait, oui, c'est presque une interrogation au départ, c'est-à-dire que le fait que plus une ville est compacte, j'ai utilisé compact plutôt qu'utiliser densité dans un premier temps, parce que la densité, il y a plein de définitions possibles de la densité. Est-ce que c'est la densité d'habitat, la densité d'occupation? On peut rajouter à ce moment-là les bureaux, les gens qui sont là en journée mais pas le soir. Voilà, il y a plein de manières de calculer la densité. Et on parle même de densité vécue, qui peut être plus ou moins importante selon les formes urbaines. Mais effectivement, il y a l'idée que, évidemment, plus la ville est étalée, plus on est dépendant de la voiture, et donc plus les transports en commun sont difficiles à installer, sont difficiles à faire fonctionner économiquement, parce que ils sont pas assez pleins, ou il y a pas assez de fréquences. Et donc l'idée qu'effectivement la densification va dans le sens de l'écologie, c'est quelque chose qui est bien installé dans les politiques publiques depuis au moins 20-30 ans. Et puis se rajoute la question effectivement de l'artificialisation des sols. Donc effectivement, plus on est compact aussi, et plus ça fonctionne. Donc ça fait peut-être plutôt 10-15 ans qu'il y a des injonctions. Enfin, alors c'est plutôt sous forme de justification dans les documents d'urbanisme, le fait qu'on étale parce qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions pour fabriquer la ville sur la ville, comme on dit. Finalement, quand on regarde bien ce qui s'est passé, on a à la fois densifié et étalé finalement. Et c'est un peu difficile de comprendre exactement pourquoi, parce que tout ça est bourré d'effets rebonds, d'effets pervers, que les bonnes intentions peut-être parfois sans qu'on s'en rende compte, ou sans qu'on puisse maîtriser ça par les évolutions des usages, vient transformer profondément la manière d'habiter la ville, de se déplacer. Et donc voilà, peut-être qu'on fait des quartiers hyper denses d'un côté, avec des belles opérations urbaines qui sont plutôt sur des friches et qui vont plutôt être très économes en mètres carrés, et puis occupés peut-être par des gens
qui en cœur de métropole ou en cœur de mégapole parisienne vont avoir les moyens aussi de se payer ces logements-là. Et puis à côté de ça, dès que vous avez besoin d'un plombier pour venir réparer votre chaudière dans ce logement-là, il habite où ce plombier? Lui, il habite en marge peut-être de la métropole, à 35 ou 40 kilomètres, ou bien et puis dès que vous faites un clic pour faire une commande sur Internet, où est-ce qu'est la zone logistique pour gérer ces flux, où est-ce qu'est le data center pour héberger les clics en question et les sites internet. Et donc finalement, on se rend compte qu'on a à la fois évidemment densifié avec cette logique d'attractivité territoriale, de métropole qui sont des locomotives économiques, créatrices d'emplois, créatrices de richesses, créatrices aussi de culture, etc. Et en même temps, on a aussi étalé et que aujourd'hui dans la région parisienne, vous avez une bonne partie des dossiers qui passent en études d'impact qui sont des data centers ou de la logistique pour des sites internet, quoi. Donc voilà, on a cette image un peu de la ville dense, et qui finalement, plus elle serait dense, moins elle polluerait, on essaye de le remettre un peu en question, effectivement, dans l'ouvrage, en se disant qu'en fait, il y a peut-être évidemment une bonne densité à trouver, qu'il y a évidemment des logiques de mutualisation intéressantes, mais que passer peut-être à un certain niveau de densité, quand on est obligé de monter en hauteur, quand on est obligé de construire finalement des infrastructures supplémentaires, de descendre toujours plus profondément pour les transports en commun, de rajouter des rocades, des infrastructures diverses et variées, bien quand finalement tout ça peut devenir un peu contre-productif. On convoque un peu Ivan Illich là-dessus, cet écrivain des années 70 qui disait que on pouvait passer des seuils de contre-productivité et que c'est probablement le cas aujourd'hui pour des métropoles qui sont en plus devenues un peu repoussoires parfois parce que justement le prix du foncier a augmenté, parce qu'elles sont saturées pour les infrastructures de transport ou d'autres types d'infrastructures, parce que peut-être elles sont ou seront plus fragiles face à des crises du futur, qui pourraient être, j'en sais rien, sanitaires, géopolitiques, physiques, géophysiques. Enfin, il y a plein de manières de convoquer les 4 cavaliers de l'apocalypse. C'est pas le but, mais voilà. Et donc, peut-être que c'est pas finalement tout à fait la bonne solution de dire super, on va avoir des métropoles qui seront vertes, qui seront high-tech, qui seront neutres en carbone, je sais pas quoi. Ça va être plus compliqué que ça. Alors, il y a au moins 2 bonnes raisons de construire moins. La première, c'est que ça se fait au détriment des sols agricoles, donc on va y revenir parce que ça va rester quand même le focus de l'interview, mais on peut pas ne pas parler aussi de gaz à effet de serre émis par la construction et de la quantité de matériaux que la construction consomme. Vous connaissez Václav Smil, j'imagine ? Oui. Donc, selon lui, il y a 4 matériaux fondamentaux dans nos sociétés modernes, c'est l'ammoniac, le ciment, l'acier et le plastique. Or, les 3 derniers sont directement impliqués dans le secteur du bâtiment en quantité tellement extraordinaire qu'on aurait du mal à se les représenter. Et pas de chance, dans votre livre, vous nous expliquez qu'il va falloir faire au moins sur ces 3-là. Déjà, peut-être c'est un petit peu trivial, mais peut-être expliquer pour les auditeurs pourquoi faire moins, forcément, pourquoi on est obligé de se passer, de réduire le ciment, l'acier et le plastique, et aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer tout ça. Ouais, alors aux 4 cavaliers de Smil, on pourrait peut-être en rajouter des joueurs de second rang comme l'aluminium par exemple, qui jouent aussi d'ailleurs un rôle dans la construction, un peu moindre parce que c'est beaucoup aussi les systèmes de transport, mais effectivement le ciment et l'acier en tant que tel, c'est chacun à peu près 7% des émissions de CO2. Ça veut dire que si l'acier était un pays, si le ciment était un pays, chacun il serait 3e ex aequo après la Chine et les États-Unis. Donc c'est vraiment massif. Le secteur de la construction de ce fait-là est très consommateur, très émetteur de CO2, très consommateur d'énergie. Alors dans le cas de l'acier, ça vient du fait que évidemment il faut réduire le minerai de fer, c'est-à-dire enlever l'oxygène, et on fait ça avec du coke, qui est issu du charbon.
on va dire que dans l'ancien temps, on faisait ça au charbon de bois, et maintenant on fait ça avec du charbon tout court, charbon de terre, comme on disait au Moyen-Âge. Et puis, donc tout ça se passe à haute température dans les hauts fourneaux. Et puis le ciment, c'est un tout petit peu différent. Ça se passe aussi à haute température. Il faut enlever en fait un CO2 au calcaire, au carbonate de calcium, donc qui est un des ingrédients principaux du clinker. Voilà, c'est un mélange, on va dire un mélange de calcaire et un mélange d'argile, et qui à haute température va relâcher un CO2. Donc on va émettre 2/3 du CO2, c'est vraiment l'équation chimique, donc on peut rien faire contre. Et puis 1/3, c'est plutôt la montée en température. Alors on peut faire plein de choses dans une cimenterie, on peut brûler des vieux pneus, on peut brûler des carcasses de vaches folles, on peut brûler peut-être des déchets, de la biomasse, pour réduire un peu la facture énergétique. Mais par contre, le CO2, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors face à ces deux contraintes, aujourd'hui l'industrie, évidemment, elle est mobilisée, elle est un peu embêtée, elle doit s'inscrire dans une trajectoire de neutralité carbone comme tout le monde. Pour l'acier, la voie serait, je dis serait parce qu'il faut toujours parler au conditionnel, donc c'est pas fait, mais le fait de réduire le minerai de fer à l'hydrogène et non pas au coke, donc pourquoi pas. Encore faut-il produire suffisamment d'hydrogène et le produire de manière verte. Et si on le produit, c'est de l'utiliser pour ça et pas pour des taxis ou je sais pas quoi. Bien sûr, mais justement là pour le coup, il faut se dire que voilà, si on fait une incise vers la voiture électrique et la voiture hydrogène, s'il y a bien une bêtise à pas faire, c'est utiliser l'hydrogène dans les voitures. C'est parce que partout on peut utiliser l'électrique, faut mieux utiliser l'électrique, parce que en passant par le vecteur hydrogène, comme il y a un rendement qui est pas parfait de l'électrolyse, et qu'il y a un rendement pas parfait non plus de la pile à combustible, faire l'aller-retour vous fait perdre 3/4 de l'électricité de départ. Donc il faut mieux utiliser l'hydrogène à des activités plus nobles, on va dire, que le remplacement du carburant. Donc notamment effectivement l'ammoniac dont parlait Smil, c'est-à-dire les engrais, la fabrication des engrais, et puis effectivement certains usages chimiques dont la réduction du minerai de fer. Donc ça pourrait fonctionner, sauf que ça va mettre un peu de temps à se mettre en place, et que effectivement l'hydrogène, tout le monde va en vouloir quand même. On peut penser aux transports qui pourront pas être électriques, donc les avions par exemple, ou peut-être des bus, les camions peut-être sur des longues distances, donc les choses où le set de batterie électrique sera pas suffisant. Et puis pour le ciment, là pour le coup il y a rien. Parce que ça émet un CO2 de manière native. Donc on peut améliorer les formulations de ciment, utiliser moins de clinker. C'est des choses, il y a des très très belles startups. Voilà, il y a déjà des choses très très bien. Alors on peut pas encore faire le viaduc de Millau avec, mais on peut faire des bordures de trottoir et pas mal de choses. Et c'est déjà très intéressant. Ou alors, on peut imaginer de faire de la séquestration, de la capture de CO2 et de la séquestration. Mais ça, c'est encore plus prospectif, parce que encore faut-il savoir où est-ce qu'on le stockera, comment on le transporte, les surcoûts, etc. Donc, bon, voilà, ça c'est la première voie, on pourrait dire, c'est de décarboner quelque part, ou baisser le contenu carbone des matériaux essentiels que sont le ciment et l'acier. La deuxième voie, ça serait de dire non, on pourrait construire avec des éco-matériaux maintenant. Donc quand on voit par exemple les progrès qui ont été faits sur la construction bois, typiquement, avec le bois lamellé croisé, qui permet de faire des trucs incroyables. Je sais pas à combien d'étages on est aujourd'hui, mais enfin on dépasse largement les 10 étages en structure, donc il y a vraiment assez peu de contraintes. Alors d'abord l'immeuble bois, il n'est pas forcément toujours complètement 100% écolo. Il peut y avoir des questions ensuite d'enrobage du bois pour des questions de feu, etc., de réglementation incendie, qui fait que ça peut, c'est pas forcément 100% impeccable, mais c'est en tout cas intéressant, effectivement, si le bois arrive de forêt gérée durablement, de pas trop loin, c'est quelque part une manière de stocker le CO2 aussi, dans les bâtiments. Mais par contre, si on touche pas à la quantité à construire,
il y en aura peut-être un sujet de disponibilité en bois, quoi. C'est-à-dire que, voilà, avant même de se dire qu'il y avait des incendies de cet été et de se rendre compte que finalement les forêts françaises sont pas tant que ça en forme, elles sont voilà soumises finalement à des aléas climatiques plus importants, à des phénomènes de bio-invasion, de sécheresse, etc. Donc voilà, au 19e siècle, on construisait beaucoup plus en bois, justement, avant le ciment et avant la grande disponibilité du ciment et de l'acier. Voilà, on s'est extrait des contraintes de production par le sol, justement, pour pouvoir construire plus. Donc aujourd'hui, si on veut construire autant, mais en se réinscrivant dans les contraintes du sol, eh bien, il y a peut-être un problème de disponibilité, quoi. Et donc voilà, on peut prendre alors il y a d'autres options, hein. Il n'y a pas que le bois, hein. Évidemment, il y a on peut construire en paille en partie, on peut construire voilà, sur les matériaux isolants, il y a plein de choses à faire avec les résidus agricoles. On peut construire en terre, quelque chose qui est encore un peu nouveau, je dirais, ou un peu anecdotique, mais il y a des vraies choses à faire en pisé, en briques de terre crue, en adobe. Et alors c'est évidemment quelque chose qui s'industrialise moins bien que le bois, voilà, il faut s'adapter à chaque fois à la ressource locale, c'est intensif en travail humain, donc c'est potentiellement plus cher, donc mais ça, à mon avis, pour plein de formes urbaines, quand on n'a pas besoin de trop monter pour le coup en hauteur, donc pour de la maison individuelle, pour du petit tertiaire, pour voilà, des petits locaux d'activité, des choses comme ça pourrait être vraiment des écoles, des choses comme ça pourrait être vraiment très intéressant. Mais c'est justement sur la terre, vous en parlez comme un levier assez important. Ouais. Pourtant, c'est pas forcément dans les scénarios de transition les plus mainstream. Ça me fait penser un peu aux ENR thermiques dans les scénarios de transition énergétique, ouais, qui sont un petit peu boudés. Ouais. C'est un peu le même cas, non ? Oui, un peu, mais parce que les scénarios, pour moi, c'est un peu comme les études scientifiques, hein. C'est un scénario de stratégie bas carbone, ça s'inscrit dans le moment historique où ça a été fait, quoi. Donc voilà, il y a en ce moment le buzz est plutôt sur la construction bois, donc et ça a été vu assez naturellement. Moi, je pense on a la construction terre, elle a peut-être 10-15 ans de retard sur le bois, et qu'on va voir ça monter en puissance, à mon avis, parce que il y a une vraie complémentarité. En plus, on peut même d'ailleurs hybrider entre bois et terre, et que pour des bâtiments agricoles, voilà, il y a plein de formes où ça peut être tout à fait intéressant. Mais c'est vrai que ça ne fait que démarrer, et qu'il y a pas mal de difficultés techniques, normatives, peut-être assurantielles, j'en sais rien demain, et qu'il va falloir soulever, quoi. En tout cas, voilà. La décarbonation du traditionnel, des matériaux traditionnels au sens ceux qu'on utilise pour l'instant, est pas gagnée. Le bois va pas y suffire, et donc finalement, pour résoudre l'équation, finalement il reste plus qu'à toucher à la quantité à construire, et de se dire oui, il va falloir construire moins si on veut vraiment s'inscrire dans la trajectoire bas carbone. Pour construire mieux, il va falloir construire moins. Je cite votre bouquin. C'est ça. Donc, construire moins, ça nous mène un petit peu à notre deuxième problématique, c'est l'artificialisation des sols. En France, elle augmente 4 fois plus vite que la population. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on crée du logement vide ? Est-ce qu'on fait des hypermarchés ? Est-ce qu'on essaye de faire un choc de l'offre parce que le marché de l'immobilier est trop tendu ? Est-ce qu'on construit des autoroutes ? Pour parler un petit peu d'actualité, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, d'abord, le rythme, il n'est plus tout à fait, je pense, de 4 fois la population. C'est vrai qu'il y a des statistiques un peu divergentes, convergentes, mais dont les écarts de chiffres sont quand même impressionnants, parce que ça varie au moins du simple au double selon les sources auxquelles on peut se référer. C'est en train de se stabiliser parce que la puissance publique, ayant pris la mesure de l'insoutenabilité de ces tendances-là, a installé un observatoire sur le foncier, etc. Donc au fur et à mesure, les statistiques vont devenir de plus en plus précises. Aujourd'hui, on estime que c'est plutôt, on va dire, je vais prendre une fourchette volontairement large, entre 20 et 30 000 hectares qui sont artificialisés chaque année, essentiellement un flux de terres agricoles vers des terres artificialisées. C'est plus des terres agricoles que des terres naturelles ou des forêts. Et après, il y a un peu de forêt qui regagne aussi sur les terres agricoles. Et en fait, les terres agricoles, globalement, c'est plutôt les terres agricoles en montagne qui sont abandonnées et qui reviennent de la forêt, pour faire simple. Et puis les terres agricoles dans les plaines qui, elles, deviennent des terres anthropisées. Ça a été plus. Je pense que dans la dernière décennie, toutes les tendances ont montré que le rythme
d'artificialisation qui a connu un pic plutôt dans les années 80-90 et que dans la décennie 2000, ça a démarré dans les années 80, 90-2000 c'est plutôt le pic et puis la décennie 2010 c'est un peu redescendu un petit peu et peut-être que c'est finalement les efforts des politiques publiques justement dont on parlait tout à l'heure qui avec le fait de faire un petit peu plus attention à la consommation. Mais qu'est-ce qui à la base a tiré cette tendance vers la hausse dans les années 80 ? Alors essentiellement la maison individuelle, je pense beaucoup parce qu'en fait on va dire là encore pour faire très très simple, on place plutôt d'une France où on reconstruit assez vite et plutôt des grands ensembles dans les années, j'en sais rien, 50, 60, début des années 70 et puis dans les années 70 il y a une vraie orientation vers la maison individuelle et le développement évidemment de la voiture qui le permet et donc qui trouve une maison pour chacun ou une maison de maçon pour chacun. Enfin je sais pas, on doit retrouver des slogans de l'époque et donc ça a créé effectivement ce pic-là. Aujourd'hui à peu près 60, je pense qu'à peu près 2/3, un peu plus de 60% de l'artificialisation qui est liée au logement. Et puis le dernier tiers, c'est un mélange d'infrastructures, alors les infrastructures aussi, d'une certaine manière, sont liées au logement, mais bon, pas que complètement. Et puis d'activités commerciales, d'équipements, il peut y avoir un nouveau collège, un hôpital, j'en sais rien. Enfin, il y a un petit peu de tout. Donc voilà, c'est à peu près le flux. Donc vous disiez que là, on a commencé un petit peu à penser les plaies, mais on continue d'artificialiser. Beaucoup trop. Et donc la réponse de l'État face à ça, c'était la zéro artificialisation nette dans la loi climat et résilience. Est-ce que vous pouvez nous parler en 2 mots de cette loi et ce que vous en pensez ? Alors en fait, on pourrait dire que c'est comme le zéro émission nette. Donc comment est-ce qu'on va faire zéro émission nette en 2050 ? On va d'abord réduire considérablement la quantité des émissions. Mais il restera quand même des émissions résiduelles parce que on sera pas à 100% décarboné partout. Peut-être exactement. Il peut y avoir aussi un peu des émissions de l'agriculture, alors pas forcément du CO2, mais voilà. Et donc il faut compenser ces émissions résiduelles avec un flux inverse de puits de carbone, de capture du CO2 pour arriver au net zéro, quoi. Voilà. Bon. Et le ZAN, c'est un petit peu comme le zen, du coup, c'est la transcription, on pourrait dire, territoriale. C'est de dire que il faut réduire considérablement le flux d'artificialisation dont on parlait tout à l'heure. Alors, il y a même une étape intermédiaire au bout de 10 ans, donc on va dire aux alentours de 2030, où il faudra avoir réduit de moitié le flux de la moyenne des années 2015-2020, je crois. Et ensuite, à 2050, sans vraiment préciser ce que sera le flux, de dire qu'il restera un peu d'artificialisation résiduelle et qu'elle devra être compensée par un flux inverse de renaturation. Alors qu'est-ce que c'est la renaturation ? La loi, elle a dit c'est facile, c'est l'inverse de l'artificialisation. Donc comme ça, c'est pratique. Bon, c'est de dire en gros, il y a peut-être des endroits qui étaient anthropisés, peut-être d'anciennes friches, d'anciennes carrières, d'anciennes infrastructures, j'en sais rien, et que on les rendrait à la nature, alors sous une forme qui est plus ou moins à définir, avec un effet sur la biodiversité que personne ne connaît trop quand même. Mais pour compenser quelque part le fait qu'il y aurait une petite artificialisation encore résiduelle. Et alors la différence quand même un peu énorme entre les deux, c'est que les émissions de CO2, il y a des puits naturels qui peuvent fonctionner ad vitam aeternam, parce que les océans par exemple, vous avez des petits machins qui vivent dedans et qui font des petites coquilles en calcaire justement, et puis qui tombent au fond des océans, et donc le puits de carbone, si vous n'avez pas complètement bousillé la biodiversité, ça peut fonctionner pendant des millions d'années sans trop de difficultés. Alors que là, évidemment, il y a un côté un petit peu absurde à terme dans le sujet de l'artificialisation nette, c'est que le flux de renaturation, il faut avoir un flux de friches à renaturer, et que là, celui-là, à un moment, le stock il est fini. C'est que les endroits où, par définition, à minima, on a pu artificialiser dans le passé, et qu'évidemment, ces friches, c'est l'endroit où on va aller en priorité
construire si on a encore besoin de construire, parce que justement pour éviter d'artificialiser d'autres zones naturelles. Donc il y a un moment où, à mon avis, c'est ce qu'on a un peu dit dans le livre, le zéro artificialisation net, il deviendra brut, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura pas de flux, il y aura plus de flux de renaturation, parce qu'il y aura rien à renaturer. Et donc en fait, finalement, assez vite, si effectivement on respecte l'esprit de la loi, on va finir par ne plus pouvoir ou ne plus devoir, et tant mieux sans doute, artificialiser tout court, quoi. Avant de passer justement au zéro artificialisation brute, je voudrais juste bien comprendre la stratégie de l'État, parce que dans votre bouquin, vous dites qu'il ne s'agit pas de jouer sur le nombre de logements, on en construira toujours autant, mais donc du coup, ils vont jouer sur quel levier ? Alors c'est pas tout à fait vrai en fait, parce que alors aujourd'hui on peut donner peut-être quelques ordres de grandeur, c'est quand même intéressant. Donc je dirais à peu près, il doit y avoir à peu près 35-36 millions de logements en France. Le stock, ce stock il augmente d'à peu près 350 000 chaque année. On met 350 000 logements en chantier. Alors, on en démolit quelques-uns aussi. Il y a des opérations de renouvellement urbain ou autre, mais globalement c'est très très peu. C'est peut-être de l'ordre de 5 à 10 000, je crois. Donc on va dire, pour faire simple, 350 000 nouveaux logements s'ajoutent au stock chaque année. Et ça, c'est à comparer avec l'évolution démographique. L'évolution démographique, c'est à peu près 150 à 180 000 à 200 000 peut-être personnes de plus par an. Donc ça veut dire que quand on a une personne de plus, il faut 2 logements supplémentaires. Donc c'est un peu choquant et un peu bizarre. En fait, ce qui crée ça, c'est d'abord la décohabitation, qui est un phénomène socio-démographique bien connu. C'est le fait qu'on est de moins en moins nombreux par logement. On est passé de 3,1, je crois, dans les années 60 à 2,2 aujourd'hui. Donc ça, c'est le vieillissement de la population, le célibat, le fait qu'il y a plus d'étudiants, voilà, les familles recomposées, que sais-je. Voilà. Donc ça fait que du coup, il y a ce phénomène-là. Et puis le deuxième phénomène, c'est la non-adéquation entre l'endroit où les gens cherchent des logements et l'endroit où les logements sont, donc qui est lié entre autres à la métropolisation et aussi un peu à la littoralisation. Désolé pour tous ces mots un peu compliqués, mais voilà, qui fait que grosso modo aujourd'hui je sais pas, le ménage parisien qui quitte Paris préfère peut-être s'installer à La Rochelle qu'à Sedan. Et je dis ça, j'ai rien contre Sedan, c'est pas du tout l'idée, mais que voilà, il y a plutôt cette attractivité des régions proches de la mer. Et donc ça fait que dans les 350 000 logements qui augmentent le stock, pendant qu'on a augmenté le stock de 350 000 d'un côté, en fait, il y en a 50 000 qui sont devenus vacants ailleurs. Voilà. Donc c'est un peu incroyable. Et alors ils sont vacants pour plein de bonnes raisons. Donc ils sont pas au bon endroit, ou ils ont pas la bonne forme. C'est des logements de centre-ville. Il faudrait les rénover, mais ça coûte trop cher. On obtient un prêt bancaire plus facilement quand on achète une maison neuve que quand on achète un appart ou une maison à rénover. Enfin, il y a plein de mécanismes économiques dans la manière même de fabriquer la ville aujourd'hui qui créent ça. Mais voilà, c'est ça qui fait cette poussée. Et donc, oui, globalement, ces 350 000, il y a des gens qui disent il faudra un choc de l'offre parce que le logement est trop cher, parce qu'il y a du mal logement, c'est vrai. Il y a 1,5 million peut-être de logements qui sont aujourd'hui suroccupés, en état de suroccupation selon la définition de l'INSEE. Alors le choc de l'offre, peut-être 500 000 logements par an. Voilà, c'est des gens on voit souvent circuler ce chiffre. On peut en discuter, mais par contre, aujourd'hui, il y a pas de remise en question de cette quantité à construire là comme ça à l'instant T, parce qu'évidemment, sinon toute la profession serait un peu en train de trembler et de râler, et les lobbies se mettraient en marche sur cette question, parce qu'évidemment, quand le bâtiment va, tout va. D'un point de vue économique, c'est quand même le bâtiment et la bagnole, ça reste encore vrai en partie. On le voit en Chine, par exemple. Voilà, mais par contre, il y a bien inscrit dans la stratégie nationale bas carbone, donc qui est un truc tout à fait officiel, où on a des budgets carbone par secteur jusqu'en 2050. Eh bien, il y a bien une réduction du nombre de logements à bâtir qui est incluse. C'est pas juste dans des scénarios un peu prospectifs des décroissants et des écolos. C'est dans la stratégie nationale bas carbone. Et alors pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une évolution démographique quand même assez limitée.
enfin, en tout cas, c'est les projections de l'INSEE. Le phénomène de décohabitation, bah voilà, va peut-être un peu trouver sa fin quand même, quoi. Au bout d'un moment, on est quand même vraiment plus très nombreux, donc au bout d'un moment, ça on peut pas se diviser en deux, quoi. Voilà, on finit par toucher un peu une asymptote. Le fait que la puissance publique a pris quand même conscience de cette question du vacant et qu'il commence à y avoir des programmes sur voilà comment réinvestir un peu le vacant, que ce soit le vacant commercial, le vacant dans les logements, et donc voilà, il y a des choses à faire là-dessus. Et donc globalement, je crois que la stratégie nationale bas carbone, elle prévoit de descendre à un rythme de 200 000 logements seulement par an à horizon 2050. Alors, je me souviens plus des étapes intermédiaires, mais c'est un peu l'idée. Donc il y a quand même cette logique un petit peu de remise en cause de la quantité à construire. Et finalement, elle a bien été saisie par la puissance publique, quoi. Ok. Je vous cite dans le livre parce que tout à l'heure vous avez fait un parallèle avec l'énergie. En fait, c'est un peu en filigrane dans tout le bouquin. Donc, pour ceux qui veulent le lire, j'ai trouvé ça assez intéressant. Vous le mentionnez tard, mais en fait, on s'en rend compte déjà avant qu'il y a quand même une petite addiction à la construction, un petit peu comme elle est aux énergies fossiles et puis plein de trucs. Et notamment, il y a cette citation: sans une profonde refonte de nos modèles économiques, sociaux et culturels, la ZAN, mais on pourrait dire aussi la ZAB, est très certainement impossible. De la même manière que le zéro émission nette est impossible sans cette même refonte. Alors, je propose qu'on parle d'une certaine refonte de l'imaginaire, de la façon d'habiter, comment et où. Et donc, c'est ce que vous explorez dans votre chapitre donc zéro artificialisation brute, où on a bien compris que la compensation, c'était pas la panacée, donc il va falloir être un petit peu plus catégorique. Donc, vous avez parlé de la sous-occupation. Donc, quelle est un petit peu la taille de son levier? Dedans, il y a les résidences secondaires, il y a les logements vacants. Les bâtis existants sous-occupés. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour de ces solutions axées sur vraiment la sous-occupation? Ouais. Alors, donc c'est vrai que d'abord il y a le logement. Je vais donner quelques éléments sur le logement, et c'est sans doute effectivement ce qui est le plus prégnant. On disait tout à l'heure, c'est 2/3 de la partie artificialisée, mais il n'y a pas que le logement, il y a aussi les bâtiments publics qui peuvent être sous-occupés. Voilà, une école, c'est sous-occupé parce que c'est pas utilisé le soir, c'est pas utilisé le week-end, c'est pas utilisé pendant les vacances ou rarement. Voilà, il y a plein de choses à faire un petit peu partout. On peut penser à des zones d'activité qui se sont développées là aussi dans les années souvent 80-90, à un moment où le foncier n'était pas une ressource rare. Et donc voilà, il y a des nappes de parking, il y a plein de places, il y a des zones de retournement du 38 tonnes. Et donc là aussi, il pourrait y avoir des choses qui peuvent être mieux mutualisées, mieux utilisés, et dans lesquels on peut intensifier finalement les usages du bâti existant avant d'imaginer de construire des nouvelles choses. Mais effectivement, sur le logement, c'est sans doute les chiffres qui sont les plus frappants, et puis là aussi où il y a le plus de statistiques, parce que c'est difficile d'estimer des taux d'utilisation d'une zone d'activité, c'est pas forcément toujours très simple. Bien sûr, il peut y avoir des lots qui ne trouvent pas preneur, ou des entreprises qui mettent la clé sous la porte, ou au contraire des entreprises qui cherchent et qui ne trouvent pas à s'installer. Mais dans le logement, donc il y a 3 millions de logements vacants à peu près, donc comparé au parc de 36 millions, donc à peu près 8% du parc. Alors les 3 millions de logements vacants, en réalité, il y a plutôt 1 million qui est vacant depuis moins de 2 ans, et 2 millions qui sont vacants depuis moins de 2 ans et 1 million depuis plus de 2 ans. Donc quand c'est moins de 2 ans, on considère que ça peut être une sorte de vacances frictionnelle, c'est-à-dire c'est la vacance qui est liée au fait aux transactions, au fait de vendre, aux héritages, aux indivisions, aux travaux, etc. Donc c'est pas forcément, il y a forcément un petit peu de vacances de structurelles. Et puis il y a voilà, par contre, quand on est vacant depuis plus de 2 ans, là, c'est qu'il y a un souci. Voilà. Donc, il y a au moins, on va dire, 1 million de logements dans lesquels on pourrait taper. Donc, à comparer aux 350 000 logements qu'on met en chantier chaque année, ça fait déjà 3 ans de stock théorique. Alors, on pourrait se dire, ils sont tous dans la pampa horrible et tout. Non, c'est pas vrai. Il y a du vacant, y compris de longue durée, en zone tendue, quelques centaines de milliers. Donc, c'est déjà bon à prendre. Donc, dans des métropoles, même à Paris, il y a du logement vacant depuis plus de 2 ans. Ça peut arriver pour différentes raisons. Alors celui-là, comment est-ce qu'on le remet sur le marché? Sans doute avec des sujets plutôt réglementaires ou fiscaux, de dire voire de préemption, que sais-je. On peut réfléchir à plein de manières de récupérer ce vacant quand on est la puissance publique.
Les résidences secondaires, alors il y a beaucoup de fantasmes évidemment sur la résidence secondaire, parce que tout le monde n'a pas une résidence secondaire, et puis elles sont souvent évidemment placées sur des littoraux, etc. Donc on sait, elles peuvent empêcher des gens de se loger dans le Pays Basque, en Bretagne, en Normandie, que sais-je. En fait, voilà, il y a 3,6 millions de résidences secondaires ou de tourisme, la définition de l'INSEE. Alors, c'est pas que des longères normandes, des belles maisons bretonnes et je sais pas quoi. Il y a aussi beaucoup de petits appartements en réalité de tourisme, donc qui sont les petits appartements des littoraux, les petits appartements des stations de ski. Voilà, donc le stock réel récupérable est sans doute plus limité, mais là encore, voilà, c'est peut-être en centaines de milliers qu'on pourrait effectivement aller chercher avec un certain nombre de mécanismes, là encore, réglementaires ou fiscaux, très probablement. Je pense à la Suisse, par exemple, qui, voilà, dans certains villages, décrète qu'il y a un taux de résidence secondaire maximal. Et donc, quand ce taux est atteint, eh bien, en fait, vous voulez vendre votre maison, faut la vendre comme résidence principale et pas comme résidence secondaire. C'est pas possible. Voilà, donc, alors, ça crée des effets pervers aussi. Il y a des résidences secondaires de Suisse qui s'installent de l'autre côté de la frontière en France où il n'y a pas de limite. Bon, je vous passe les détails un peu affreux, mais évidemment, il n'y a rien qui est jamais parfait. Mais voilà, c'est en tout cas, c'est un gisement possible pour effectivement parler de... Mais au-delà de stopper l'artificialisation, ça stopperait aussi un autre fléau, qui est qu'il y a des endroits qui deviennent super chers pour des locaux. Je pense à l'Isère ou le Pays Basque. Bien sûr. Donc voilà, ça ferait une pierre deux coups. Non, mais bien sûr, c'est certain que... Et puis, on peut rajouter aussi la question de la vie dans les villages, la vie dans les petites villes, où voilà, le boulanger, s'il y a 70% de résidences secondaires, pour tenir toute l'année, faut s'accrocher ou alors faire un sacré chiffre l'été. Voilà. Donc, il y a évidemment toute une série de mécanismes comme ça. Donc ça, voilà. Ça, c'est aujourd'hui, on va dire, les deux gisements, hein, pour continuer à filer la métaphore des énergies fossiles, effectivement, qui est une très belle métaphore qu'a inventé Clémence de Selva, ma co-autrice. Donc, avec un gisement qui va devenir de plus en plus difficile finalement à extraire, parce que voilà, on n'est plus dans le temps de l'abondance des terres agricoles qu'on pouvait transformer. Le troisième gisement, en fait, c'est les logements sous-occupés. Et ça, on en parle beaucoup moins, hein, mais les quantités sont phénoménales là aussi. En fait, quand on prend, alors encore il y a une définition de l'INSEE un petit peu compliquée, alors qu'elle est liée au nombre de pièces, en fonction du nombre de personnes dans le logement, au nombre de pièces, mais ça dépend de l'âge des enfants, par exemple, parce que voilà, on considère qu'à partir d'un certain âge, les enfants, il faudrait qu'ils aient une chambre chacun. Avant, ils peuvent être en lit superposé, et voilà. Bon, je vous passe les détails scabreux, mais voilà, grosso modo, aujourd'hui, il y a à peu près 8 millions de logements sous-occupés en France. Alors, il y a aussi des logements suroccupés, on disait tout à l'heure, mais voilà, il y a beaucoup plus de logements sous-occupés que suroccupés. Alors ça, c'est voilà, c'est le phénomène justement de décohabitation, de vieillissement de la population dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être voilà, un couple avec ses 2 enfants, 3 enfants, j'en sais rien, et puis les enfants sont partis faire des études, ont fondé leur propre foyer. Voilà, on garde quand même la maison dans laquelle on habitait depuis 30 ans, et puis qu'on a mis 20 ans à payer, ou je sais pas quoi. Et on va pas déménager forcément, même si finalement il y a un moment où peut-être ça devient pénible de tondre la pelouse, que ça devient pénible de prendre la voiture pour aller faire les courses, qu'on se verrait bien finalement dans le centre du village, à côté, ou de la petite ville, pour faire ses courses à pied, etc. Mais on a, pour différentes raisons, la mobilité résidentielle n'est pas forcément évidente à réaliser. Et donc on se retrouve avec effectivement des logements qui sont très grands pour les gens qui les habitent. Et là, le potentiel est énorme. Et là, le potentiel est très important, parce que oui, si on remplissait à toc, entre guillemets, on pourrait presque loger une dizaine de millions de personnes sans construire 1 mètre carré, quoi, littéralement. Alors évidemment, vous n'avez pas toutes les circonstances pour accueillir des étrangers chez vous, pour dire, oui, là j'ai 2 pièces de libre et donc je mettrais bien quelqu'un. Mais cela dit, d'abord, face à la précarité énergétique, parfois avoir un logement trop grand, ça peut être aussi un problème, hein. Donc comment est-ce qu'on chauffe tout ça, à quel prix, voilà. Et puis on peut trouver toute une série de mécanismes. Alors là, on n'est plus dans du fiscal ou du réglementaire, encore que on pourrait imaginer des choses fiscales aussi, mais on est plutôt dans des leviers, on pourrait dire sociaux ou comportementaux. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être que
des gens qui ont une maison qui était dimensionnée pour leurs grands-enfants, eh bien, puissent accueillir des étudiants. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on fasse de la densification douce avec peut-être parfois une grande maison qui pourrait se découper avec une entrée séparée, et puis ça peut devenir, le logement d'un jeune couple et puis de personnes vieillissantes. On peut imaginer de l'habitat partagé. On peut imaginer du petit découpage parcellaire ou de la surélévation. Voilà, j'ai un parking et puis je peux faire un petit appartement, un petit studio au-dessus pour accueillir un jeune travailleur ou une jeune travailleuse. Enfin, voilà, il y a une foultitude possible d'actions qui pourraient effectivement, dont on pourrait essayer ou permettre, essayer de faire en sorte que ça inverse finalement cette tendance historique à la décohabitation, faire un peu de recohabitation. Et ça, c'est quelque chose qui évidemment est beaucoup plus difficile à manipuler par la puissance publique, mais voilà, après tout, pourquoi pas. C'est-à-dire que j'étais l'autre jour dans la très belle ville de Saintes, par exemple, qui est une ville qui va accueillir dans le futur, avec un ferro-campus, autour des métiers du ferroviaire, plusieurs milliers d'étudiants. Eh bien, est-ce qu'on imagine qu'il va falloir construire des résidences étudiantes pour ces milliers d'étudiants, ou est-ce qu'on peut imaginer que toute une partie des appartements vacants du centre-ville soient mobilisés, avec de l'habitat justement partagé, que effectivement plein de gens dans les abords de la ville puissent accueillir des étudiants. Enfin voilà, on pourrait imaginer des choses tout à fait intéressantes, quoi. Oui, puis vous disiez tout à l'heure qu'on n'en parlait pas, mais malgré le fait que ce soit le plus gros potentiel, c'est presque tragique, mais c'est là où on touche, je pense, à la refonte que vous disiez tout à l'heure des modèles sociétaux. Parce que comme vous dites, la tendance, elle est inverse. Il y a de plus en plus de divorces. On peut pas évidemment forcer les gens à s'aimer plus longtemps. Moi, ce qui me marque aussi, c'est tout l'accompagnement de la vieillesse à la maison. C'est un truc qui est en plein boom en ce moment. Les machins électriques pour monter les escaliers. Enfin bref, les personnes veulent de plus en plus rester chez elles. Ça va être très difficile de proposer un imaginaire surtout avec ce qui sort en ce moment sur les EHPAD, enfin en tout cas ce qui est sorti récemment. Donc il y a du travail à faire, je pense beaucoup sur la vieillesse déjà. Ah oui, ça c'est sans doute non, mais c'est un levier énorme, parce qu'évidemment il va y avoir des transformations encore sociodémographiques énormes d'ici 2050. Mais justement, c'est un bon exemple, effectivement. Alors le fait de vouloir vieillir chez soi, pour le coup, c'est éminemment respectable, et puis plus je prends de l'âge, plus je vais être d'accord avec ça, sans doute. Donc il s'agit pas de chasser les gens de chez eux pour dire vas-y, laisse la place à une famille, c'est bon, t'es toute seule mamie, et donc merci de rejoindre la maison de retraite. Non, au contraire. Est-ce qu'il n'y a pas d'abord d'être capable de proposer des schémas de mobilité résidentielle, parce que peut-être justement ça peut être plus sympa il y a des gens qui se mettent en béguinage par exemple, pour vieillir ensemble. Ça peut être de l'habitat intergénérationnel, où justement des étudiants ou des jeunes vivent en cohabitation, alors avec il y a des schémas de logement intelligents pour ça, pour pas se croiser non plus à 7h du mat à la salle de bain, garder des logiques d'intimité, mais avoir des pièces et des surfaces partagées, et qui permettent en fait justement d'avoir quelqu'un sur place qui peut alerter les secours s'il y a un problème dans la nuit, par exemple. Voilà. Alors évidemment, on peut toujours trouver le palliatif technologique, comme vous le décriviez, de dire on va mettre des bracelets, des machins, et puis mais effectivement, il y a d'avoir finalement quelqu'un chez soi, c'est peut-être plus rassurant que d'avoir juste un bracelet connecté à l'antenne 4G du coin. Donc à mon avis, il y a on peut ouvrir un certain nombre de solutions comme ça, et en fait, on est toujours un peu surpris par les capacités d'adaptation de l'être humain. En fait, je trouve que c'est une des leçons un peu du combo Covid-19 plus Ukraine, quoi, d'une certaine manière. C'est la capacité rapide finalement d'adaptation, et de se dire des choses qui étaient impossibles à imaginer. Finalement, 3 ans plus tard, sont presque devenues la norme. En tout cas, des référentiels culturels évoluent très vite. Et donc, sur ce sujet aujourd'hui de rapport au confort, de rapport au fait de vouloir avoir absolument sa petite intimité seule, je sais pas quoi, par rapport à plein d'autres moments de l'histoire de l'humanité où finalement, il y avait 3 générations qui vivaient sous le même toit, et puis les grands-parents, et c'est encore le cas à certains endroits d'ailleurs, les grands-parents s'occupaient des enfants, etc. Il y a des choses, peut-être qu'on va retrouver un certain nombre de choses de ce type-là, sous une forme évidemment un peu différente,
un peu numérisé, un peu voilà, ça sera évidemment, il s'agit pas de faire du retour en arrière, mais je pense qu'effectivement on néglige aujourd'hui dans la fabrique des mètres carrés, eh ben on néglige tous ces leviers possibles de fabrication de mètres carrés virtuels pour réinvestir ce gigantesque patrimoine bâti existant, quoi. Et puis au-delà du côté sympathique, ça peut être un complément de revenus pour l'un, un truc pas cher pour l'autre. Il y a une très belle étude là qu'on cite dans l'ouvrage qui a été faite par Profil. Peut-être que voilà, vous pourrez la mettre en annexe ou en commentaire, mais qui lie justement le fait de faire des petits découpages de maisons dans le périurbain, dans le pavillonnaire, qu'il faut arrêter de honnir d'ailleurs, parce que voilà, c'est la ville est déjà là, il va bien falloir faire avec, et donc les mutations, elles vont devoir avoir lieu aussi dans une logique de stratégie bas carbone dans ce pavillonnaire et ce périurbain, et bien de se dire finalement aujourd'hui il y a des moyens financiers qui sont pas disponibles pour faire de la rénovation thermique, de la réhabilitation, bien pourquoi pas lier finalement des découpages intelligents pour faire des plus petits logements dans un certain nombre de cas, et l'argent qu'on dégage finalement en louant ou en vendant un petit bout de sa parcelle ou un petit bout de sa maison ou un petit bout de son garage transformé en maison, en appartement, et bien ça dégage des moyens financiers pour faire la rénovation thermique par exemple. Donc il y a plein de modes d'intervention qui restent à imaginer. Justement, c'est une transition parfaite parce qu'il y a un petit peu 2 autres leviers que vous proposez. C'est donc la densification, vous venez d'en parler, mais il y a beaucoup plus de formes que la seule que vous venez de décrire. Et il y a aussi le renouvellement. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux-là ? Le renouvellement, oui, l'idée c'est c'est un peu ça, pour le coup c'est pas nouveau non plus, c'est vraiment le fait de dire faire la ville sur la ville, on pourrait dire, hein. Donc c'est un peu notre idée de ville stationnaire. Pourquoi on a appelé ça la ville stationnaire d'ailleurs? C'est en référence à John Stuart Mill, l'état stationnaire de l'économie, où en gros on va dire passer un certain niveau de croissance, peut-être ou de richesse, il y avait peut-être plus besoin de continuer à croître indéfiniment, et que ça empêchait pas le progrès des sciences, le progrès des arts, le progrès de la culture, etc. Et donc la ville c'est la même chose. Finalement, c'est pas parce qu'on va faire du zéro artificialisation, même brute, ou donc quelque part presque figer les limites de la ville, ou à peu de choses près, ou à quelques exceptions près, c'est pas pour ça que la ville se bloque et se fige. En fait, au contraire, la ville, elle a besoin de se transformer, elle a besoin de s'adapter au changement climatique, par exemple, pour ne prendre qu'un seul exemple, s'adapter sans doute aussi au vieillissement, aller vers une logique de plus grande résilience. Donc on peut penser à la renaturation, on peut penser à la gestion de l'eau, à la désimperméabilisation, et puis du coup à toute la rénovation du bâti existant. Bon, pour se faire un peu peur, moi, je pense qu'en fait, ça se passera pas parce que les chiffres sont tellement hallucinants que c'est impossible. Eh bien, là, encore une fois, la stratégie nationale bas carbone dans la partie bâtiment, elle prévoit donc, je crois, c'est moins 80, je sais plus, c'est moins 95 ou moins 97% d'émissions de CO2 à horizon 2050, y compris pour le chauffage, la clim, tout ça. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, évidemment, en ayant un programme de rénovation thermique massif. Et donc massif, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va dire, de l'ordre de, selon les scénarios, plus ou moins agressifs, on va dire, entre 800 000 et 1,2 million de logements par an pendant 30 ans. Et puis c'est aussi 3% du parc d'équipement, d'ouvrages fonctionnels, de bâtiments publics et de bureaux. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors qu'aujourd'hui, on est à un 20e à peu près du rythme. Pourquoi est-ce qu'on est à un 20e du rythme? Pour plein de raisons. Pas forcément les moyens financiers, pas forcément confiance pour les gens de dire qu'est-ce que je fais, ou d'avoir la logique de conseil de ce qu'il faut effectivement rénover, pas rénover. Donc on se retrouve avec finalement le changement des vitrages ou l'isolation des combles à 1 euro, et puis voilà quoi, ça s'arrête un peu là. C'est pas des rénovations complètes. Des démarches compliquées. Le fait d'avancer l'argent. Enfin, il y a plein de choses. Et puis après, il n'y a pas non plus que des gens dans leur maison tout seuls qui décident. Il y a aussi toutes les copropriétés privées. Donc dans la copropriété privée, comment est-ce que vous arrivez à faire passer un programme de rénovation voté alors qu'il n'y a pas forcément de retour sur investissement énergétique, mais carbone sans doute un peu moins, mais surtout financier. Alors avec le prix éventuellement de l'énergie qui augmente, ça peut changer, mais voilà, c'est quand même le cas. Vous avez des formes
de bâtiments où on sait même pas comment on va faire encore. Alors, si vous prenez des immeubles en pierre de taille et potentiellement classés, ils coûtent 15 000 € à l'intérieur, donc vous n'avez pas envie de faire de l'isolant de 20 cm ou 30 cm d'épaisseur à l'intérieur, parce que vous allez perdre des surfaces. Vous pouvez pas les isoler par l'extérieur non plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces bâtiments? Et donc voilà, tout ça, ça fait que la ville, elle a de toute manière besoin de se transformer et qu'il y a un boulot énorme dans la partie de la réhabilitation, et que finalement, construire moins de neuf, eh bien, permettrait aussi d'aller mettre des moyens humains, organisationnels, financiers sur la nécessaire transformation. Donc, les solutions de densification et puis les autres dont on a parlé sont évidemment des solutions à poursuivre, mais elles ne suffiront sûrement pas. Déjà, on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais il y a un conflit d'usage parce qu'on dit qu'en ville, on veut faire un peu de, comme vous dites, de renaturation. On veut qu'elle soit résiliente au changement climatique, à l'inondation. On veut relocaliser un certain nombre de business, etc. Donc, au final, on comprend que ça va être compliqué de densifier un logement et aussi faire le reste. Ouais. Donc, la solution que je trouve la solution phare de votre bouquin, selon moi, et que je trouve la plus intéressante, c'est celle d'essaimer. Vous dites qu'il faudra décentraliser pour cesser d'artificialiser, ou plutôt redistribuer, résister profondément à l'aménagement du territoire. Résister profondément à l'aménagement du territoire. Revisiter. C'est peut-être pas revisiter profondément la répartition des populations, des services et des emplois. Donc, on en a un petit peu parlé. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des logements vides, il y a des logements vacants qui sont pas que dans les endroits paumés, mais bon, quand même, peut-être en partie, oui. En partie. Comment on essaime et déjà, est-ce que vous parlez sûrement un petit peu cette diagonale du vide. Il y a un joli schéma que vous mettez dans votre bouquin. Comment est-ce qu'on donne envie aux gens d'aller vivre là où c'est pas très sexy pour le moment, quoi? En fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie d'y vivre? Alors c'est vrai que en fait, le point de départ de dire qu'il faut maintenant reprendre le taureau par les cornes et refaire de l'aménagement du territoire, mais alors pas de l'aménagement du territoire au sens des 30 glorieuses et des autoroutes et des lignes de chemin de fer, mais un aménagement du territoire au profit quelque part de toutes les échelles, sous-préfecture jusqu'au village et au hameau, parce qu'en fait il y a des endroits où effectivement la pression est terrible, parce qu'il y a effectivement croissance démographique, parce que les populations se déplacent, et donc voilà, laisser les villes seules par rapport à ça en disant tu vas non seulement tu vas arrêter d'artificialiser, densifie pas trop parce que ça énerve tout le monde et que c'est pas résilient, et voilà, oui, mais comment j'accueille des populations, des activités alors que les gens, la demande est là, quoi. Donc soit on fait plus rien, on fige et on fait monter le prix du foncier de manière et des logements de manière stratosphérique, soit il faut trouver une solution. Et donc ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut qu'il y ait une échelle au-dessus qui mette en œuvre tous les leviers possibles pour réduire la pression sur ces métropoles attractives, réduire la pression sur ces littoraux attractifs, quelque part en allant effectivement faire tomber de l'emploi, mais aussi des services culturels, sociaux, médicaux, dans toute cette échelle différente. C'est en gros de dire demain, si on fait revenir une usine de Doliprane, je prends Doliprane, c'est évidemment, vous avez compris, c'est un faux exemple. Eh bien, est-ce qu'on fait tomber ces nouvelles productions dont on a décidé que c'était quand même bien de les avoir sur le territoire national? Est-ce qu'on les fait tomber en frange des métropoles parce que c'est super, c'est là on trouvera des gens à employer, etc. Ou est-ce qu'on essaye d'aller les faire tomber sur des villes moyennes et d'anciennes friches peut-être qui se sont libérées parce que on a envoyé une partie de nos activités en Asie dans les dernières décennies ou en Europe de l'Est? Est-ce que si on ouvre ou qu'on agrandit les universités, est-ce que on les laisse au même endroit, encore une fois dans les pourtours ou les centres de métropole, ou est-ce qu'on essaye d'avoir dans une logique intelligente un peu effectivement de répartition, et puis qu'on ouvre des nouvelles classes, des nouveaux trucs dans des villes moyennes autour, et que finalement voilà, ça peut créer quelques déplacements de plus, mais globalement on arrivera à se débrouiller avec les infrastructures existantes, etc. C'est un peu cette idée-là. Est-ce qu'on peut aller répartir des emplois publics
maintenant à l'heure du numérique, à l'heure du télétravail, peut-être que on peut faire des choses plus intelligemment qu'avoir des gros centres, des sièges, avec tout le monde qui bosse au même endroit, et puis peut-être au contraire de retrouver une échelle différente. Il y a des exemples comme ça qui commencent un petit peu. Alors c'est quelques milliers d'emplois, mais sur quelques années, donc c'est pas à l'échelle des 350 000 logements dont on parlait tout à l'heure, c'est encore faible, mais il y a des possibilités. On cite par exemple, je crois que c'est la Direction générale du Trésor qui a passé un accord avec un certain nombre de quelques dizaines de petites villes pour aller faire tomber un certain nombre d'emplois dans ces petites villes. Donc on peut imaginer que les entreprises publiques soient aussi soient là-dessus, qu'on puisse penser à la question de l'aménagement de la santé. On sait bien que évidemment on peut pas se payer le super IRM ou le scanner de dernier cri partout, d'en avoir 50 par département, mais bon, en même temps on est quand même vachement à regrouper tout. Et aujourd'hui, ça crée cet aménagement du territoire où finalement, il y a des endroits où peut-être on a moins envie d'habiter, où on y habite parce qu'on n'a pas le choix, c'est moins cher que dans le centre-ville où on serait peut-être très bien aussi. Mais on peut plus le payer. Et puis du coup, ça fait que on met une demi-heure pour aller au boulot, on met une demi-heure pour aller faire les courses, on met une demi-heure ou trois quarts d'heure ou une heure pour aller passer un examen médical, ou pour aller au club de sport des enfants. Et ça crée ce monde qui est hyper dépendant reste hyper dépendant des énergies fossiles ou demain de l'énergie électrique si les voitures sont électriques. Mais on sent qu'on aura de la tension aussi sur l'approvisionnement électrique. Donc ça résout rien de passer. Ça résout pas tout de passer à la voiture électrique. Ou est-ce qu'on essaye peut-être d'avoir effectivement un développement un peu plus harmonieux qui fait que, quelque part, on pourrait avoir dans des villes moyennes, dans des petites villes, à nouveau une offre de commerce, des emplois, des trucs où on a besoin de se déplacer moins. Ça veut pas dire se déplacer moins pour aller en week-end, je sais pas où, et en vacances, mais de se déplacer moins au quotidien, qui est en fait une mobilité subie. Essentiellement. On peut écouter la radio dans sa voiture, mais c'est quand même globalement les gens subissent et vivent une accélération des rythmes sociaux. C'est analysé par pas mal de monde maintenant. Et donc ça se ferait plutôt bien avec cette échelle de la ville moyenne, de la petite ville, qui irait bien avec l'échelle de la mutation agricole, où il faut un peu plus de monde, qui irait bien avec l'échelle du déploiement d'énergie renouvelable sur des bâtis existants et de la rénovation dont on parlait tout à l'heure. Avec le télétravail. Qui irait bien, avec une petite dose éventuellement de télétravail pour ceux qui ont la chance d'avoir un emploi qui est télétravaillable. C'est un peu tout ça, cette idée-là. Donc ça se décrète pas d'un claquement de doigts. C'est un peu Yaka Faucon, bien sûr. C'est facile de dire ça, de dire oui, il y en a qu'à faire ça. Pendant que vous cherchez un emploi, ou que vous cherchez un logement, ou que vous avez la pression pour construire des logements sociaux parce qu'il y en a pas assez dans votre commune, etc. La vraie vie, elle est prégnante aussi, mais de se dire que on a là aussi quand même une mutation à réaliser sur les 30 prochaines années, et que cette mutation, c'est pas un challenge de plus, en fait. C'est au contraire quelque chose qui peut s'articuler très très bien avec tous les challenges qu'on a déjà de neutralité carbone et de passage à des systèmes de production agricole plus respectueux du vivant. Juste avant de conclure, comment vous sentez un petit peu la tendance de ces dernières années par rapport à tous les sujets qu'on a évoqués? On sait que pour l'énergie, c'est quand même assez très médiatique comme sujet. On sait, ça fait la une des journaux. Moi, je crois que il y a une vraie prise de conscience quand même. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire ouh là là que c'est compliqué tout ça. Comment est-ce qu'on va compter? Comment on va se répartir l'effort? Oui, mais moi, dans la période 2015-2020, j'ai été beaucoup plus vertueux que toi. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit tous les deux diviser par deux en 2030 ? Comment est-ce qu'on va faire pour effectivement gérer les injonctions contradictoires dont vous parlez tout à l'heure sur attirer de l'emploi, construire suffisamment, etc. Donc, tout le monde débat et discute sur le fait de comment on va faire, mais personne conteste le point de départ. Enfin, moi, en tout cas, les gens que j'ai pu croiser et de nombreux partis politiques différents, à des échelles métropolitaines, des échelles de schémas de cohérence territoriaux, des fédérations, des entreprises. Il y a quand même cette compréhension de la non-soutenabilité du modèle.
du fait que quand même les questions agricoles, les questions de sécheresse, de gestion de l'eau s'invitent aussi, et donc de se dire mais attendez, ok, aujourd'hui on peut continuer à artificialiser un peu la terre agricole parce qu'historiquement, finalement les rendements augmentaient. Donc on a besoin de moins de on est de plus en plus efficace, tout ça c'est super. Maintenant on commence à se dire non, les rendements ça commence à être un peu plus chaud, ça dépend des cultures, ça dépend comment, et puis en 2050 je vous dis pas qu'est-ce que ça va donner. Donc il y a cette prise de conscience aussi de la résilience quelque part agricole et alimentaire. Et donc pour moi en fait non, il y a un vrai il y a un vrai engouement sur ça. Il y a une question de oulala, comment on fait? Il y a comment on explique ça, la pédagogie, comment on fait ça dans une logique de justice et d'équité sociale. Parce que je pense que plus vous allez contraindre l'accès au foncier, plus ceux qu'on en ont déjà font la culbute. Non mais c'est vrai, et pendant que les autres vont emprunter sur 25 ou 30 ans pour se payer la petite résidence principale de leur rêve. Donc il y a une vraie marque d'attention à ça, mais je pense qu'effectivement on commence à percevoir, et dans les métropoles je pense que c'est le cas aussi, la question de la saturation, la question du fait que la densification à un moment elle crée aussi des tensions un peu plus grandes avec les habitants existants, qui sont déjà là. Donc moi je vois quand même un peu des marques d'attention. Et puis il y a aussi des élections où il y a les maires bâtisseurs se sont fait sortir dans certains départements. Et donc on n'est plus dans la figure tutélaire du grand édile local qui développait sa ville, etc. Maintenant il y a une attention aussi à la question de la qualité de vie, à la question des espaces verts, à la question de la résilience, et que ça aussi ça marque les élus de tous bords, encore une fois. Donc je crois qu'il y a un vrai espace de discussion. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on pour le coup, alors sur l'énergie, je pense un peu moins, malheureusement, c'est un peu manichéen. On aime bien être un peu manichéen en France. Peut-être pas qu'en France d'ailleurs, mais c'est un peu. Vous êtes pour ou contre le nucléaire, pour ou contre les éoliennes, pour ou contre onshore ou offshore, Mais sur ce sujet-là, je trouve que c'est plus ouvert. Il y a possibilité de discuter, d'échanger, Et donc ça, pour moi, ça ouvre un vrai espace démocratique sur où est-ce qu'on veut mener le pays dans les 30 prochaines années. Oui, je pense que c'est peut-être un des seuls sujets où il y a un consensus de l'extrême gauche à l'extrême droite sur l'artificialisation. En fait, c'est dans le programme, je veux pas trop m'avancer, mais je pense que c'est un programme des plupart des partis. Et donc, c'est vrai qu'on est un peu tous d'accord. Ça fait du bien. Et en parlant de prise de conscience, on l'a vu là très récemment avec le projet de l'A69 entre Toulouse et Castres, qui est vraiment en plein dans ce que vous dites dans le bouquin. En fait, on voit une sociologie des Antilles qui sont plus forcément des nimbistes, qui sont plus forcément des not in my backyard, mais qui sont aussi il y a des gens qui viennent de toute la France ça catalyse un petit peu les colères des projets qui n'ont pourtant rien à voir avec notre chez soi. Et donc peut-être ça peut être aussi une source d'espoir, le caractère social de l'opposition. Oui, alors j'ai pas suivi de près la sociologie des oppositions à des grands projets de ce type-là. Je suis juste un peu pantois du niveau de violence qu'il peut y avoir sur la réponse de l'État à ce genre de manifestation. Mais cela mis à part, oui, je pense qu'en fait on n'est plus aujourd'hui dans le not in my backyard. On est, moi je l'ai vu par exemple sur des questions de relance minière, de relance d'exploitation minière. On est plutôt dans le ni ici ni ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait dans la logique de dire mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Et quel modèle il y a derrière, quel modèle de consommation, quel modèle de vie, et donc effectivement c'est pas une cristallisation sur un projet donné qui serait affreux pour telle ou telle raison, c'est vraiment plutôt une réinterrogation des modèles de schémas existants, et dont on sait qu'effectivement la course à l'infrastructure supplémentaire pour gagner 10 minutes ou je sais pas quoi, le sujet n'est plus là aujourd'hui, et puis que on sait très bien que toute infrastructure supplémentaire elle provoque de l'effet rebond et elle règle rien, quoi. Donc voilà, ça va être intéressant de voir ce qui se passe, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a quand même un vrai espace de discussion possible, et qui va monter en puissance, et que ce qui était inaudible, indicible il y a 10 ans devient totalement standard, et puis que du coup ça donne envie de se projeter en disant qu'est-ce que ça sera dans 10 ans, et je pense qu'on aura encore avancé énormément sur ces sujets-là.
Ce sera la conclusion optimiste de cette interview. Merci Philippe. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, ça m'aide énormément. Merci à Gilles Marteau pour la musique, au studio 1212 pour la production, et enfin, merci à vous pour votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine.